le festival Viva Agave, donc, qui est un festival pour promouvoir tous les spiritueux d'agave qui sont connus ou pas connus en France et même au Mexique, il y a des spiritueux qui ne sont pas connus. Donc, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette deuxième journée. Et on va commencer, on va démarrer avec notre premier conférencier de la journée et maître des cérémonies aussi. Oui, on est polyvalent, c'est ça qu'il faut dans la vie. Donc, Domingo, qui est maître de conférence à l'Université de Lille, et il a publié déjà deux références, deux livres qui sont très intéressants en français. Premier livre, si je me permets de dire, en français... voilà. Donc, ces deux références sont disponibles ici à l'entrée, au stand, à la librairie, en fait. Vous pouvez bien évidemment les acheter, discuter avec Domingo à propos de tout cela pour que vous voyez, c'est une référence en France pour nous avec ces publications. Il va vous expliquer toutes ces recherches pendant cette conférence. Et je vous dis merci. On démarre la journée avec Domingo. Merci d'être là, Domingo. Et je te laisse la parole. Merci. Aussi nombreux un lundi début d'après-midi. Alors, ils m'ont proposé donc de faire une petite introduction au mezcal. Et du coup, j'ai préparé une présentation qui, je trouve, est assez riche. Donc, j'espère que sera facilement que ça sera digeste. Hein. J'ai envie de dire que j'espère que ça sera digeste après le repas. Et je vais essayer de ne pas être justement soporifique, qui est quand même le défi majeur pour tout intervenant. Donc, alors, on va commencer. J'ai structuré ça en 5 parties. Donc, d'abord, qu'est-ce que le mezcal? Ensuite, la matière première. La production, notamment, qui intéresse beaucoup hein, le milieu de professionnels. Ensuite, quelques aspects juridiques et ensuite organoleptiques. Alors, on va commencer. Myriam, verdad? Oui. Ok, super. Alors, donc, mezcal est le nom générique pour les spiritueux d'agave. Donc, ça comprend la raicilla, le tuxca, la tequila, etc. Donc, c'est la grande famille et tous les autres sont dérivés de là. Donc, tout distillat d'agave est considéré techniquement un mezcal, même si la législation elle a reconnu des mezcals spécifiques, comme les vins en France, donc Bordeaux, Bourgogne, etc. Donc, c'est un spiritueux artisanal, originaire du Mexique, et il est protégé par une dénomination d'origine. Et culturellement, j'aime bien dire que c'est un produit syncrétique, qui est le résultat de l'adaptation des techniques aussi bien de l'Est que de l'Ouest. Et le Mexique a fait une interprétation propre, proposant donc une version originale, sui generis, qui est considérée comme étant proprement mexicaine. Pardon. Donc, c'est un spiritueux avec une large palette aromatique, c'est ce qui intéresse beaucoup le milieu, et il a récemment trouvé sa place parmi les spiritueux les plus nobles de la planète. Alors, donc, le mot mezcal, on va commencer en douceur avec les bases, hein, mais après ça va se corser un peu, j'imagine. Donc, c'est metal maguey et xcali cuit. Donc, techniquement, mezcal, ça veut dire maguey cuit, ou plus précisément, maguey fourné. Et donc, l'étymologie provient du nahuatl, donc la langue des Aztèques. À des fins pratiques, agave et maguey, donc, on les considère comme des synonymes. On va les considérer comme des synonymes. Avanti perpetuel. Alors, donc, voilà une carte, la carte du Mexique. Et j'aime bien dire que le Mexique est le berceau de l'agave. Donc, c'est là où il s'épanouit le plus. Et c'est là où on trouve la plupart d'espèces d'agave dans le monde. Et à partir de là, il s'est diffusé un peu partout dans le monde, bien qu'on le retrouve au sud des États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et à des fins décoratives en Europe, dans la Méditerranée, etc. Alors, une chose, et donc c'est une erreur
récurrente d'ailleurs. On a tendance à confondre les agaves, et tous les intervenants hier, ils l'ont dit, mais bon, ils l'ont fait, mais j'ai rien dit, parce que sinon on n'en finit jamais. Mais quand on parle de l'agave, on parle des espèces d'agaves. Donc, ce n'est pas des types, ce n'est pas des variétés, ce n'est pas des classes, enfin, il y a un mélange. On parle des espèces, il y en a plus de 200 espèces répertoriées dans le monde, dont plus de la moitié, 3/4 se trouvent au Mexique, et dont la moitié, donc une centaine, sont endémiques du Mexique. Et à partir de cette centaine d'espèces, on élabore le mezcal à partir d'une quarantaine, 42 espèces d'agaves qui peuvent ou pas avoir des variétés. À titre comparatif, le vin Vinis vinifera est une seule espèce et tous les cépages sont des variétés. Là, c'est multiplié par 200, puisque chaque, comme on le verra dans la diapo suivante, s'il vous plaît, chaque espèce, donc agave doit être écrit avec A majuscule en italique et le nom en latin, donc qui est le nom scientifique, qui est la norme. Et donc, par exemple, ces espèces qu'on voit ici, à titre comme exemple, sont des espèces à part entière. Hein. Donc, ça nous donne une idée de la diversité, pas simplement génétique, mais de la diversité organoleptique aussi de cette matière première qui est considérée comme étant unique dans le monde, ou en tout cas une des plus nobles pour faire des spiritueux. Suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, comme j'avais évoqué à l'instant, c'est un produit syncrétique qui est produit d'un métissage culturel, donc du brassage des différentes cultures qui ont eu lieu, qui ont convergé au Mexique après la conquête. Et le mezcal, donc on a abondamment parlé de ça hier, et comme produit, comme la distillation comme technique, sont apparus d'abord sur la côte Pacifique, donc la côte ouest, et à partir de la ville de Colima, cette technique s'est diffusée à travers le Mexique, partout, au gré du processus de colonisation, par les couloirs bioculturels, donc les chemins, les rivières, etc., dans ce processus d'hybridation continue, en déclinant les appareils d'origine en fonction de matériaux disponibles et des différentes techniques. Donc on va retrouver un peu plus loin la notion de terroir, qui est en gros composée des deux facteurs, et naturel et culturel. Donc nature-culture, c'est un peu la base et c'est le prisme à travers lequel on peut comprendre le mezcal. Donc c'est un produit 100% mexicain et à ce titre, il véhicule l'identité du pays. Suivante, s'il vous plaît. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette diffusion s'est faite de manière progressive pendant les premières années et les premières décennies de la conquête, du XVIe siècle jusqu'au XIXe, où le mezcal arrive, au début du XIXe, hein, et là, le mezcal arrive à Oaxaca, qui est bien plus au sud. L'État Colima et le port de Acapulco, Colima, se retrouve ici, donc tout près de Jalisco, et donc le berceau de la tequila. Et le temps que ça arrive à Oaxaca, bon, c'était un processus, on verra un peu plus tard, mais elle obéit à des interdictions, souvent royales, des interdictions des autorités coloniales, parce que il fallait soit protéger l'industrie des spiritueux dans la péninsule ibérique, donc les brandis, l'eau-de-vie de raisin, soit il fallait éviter la consommation excessive d'alcool et donc avoir un contrôle, une meilleure maîtrise de la main-d'œuvre, donc exploitée et mise en esclavage au Mexique. Et notamment, le mezcal, une de ses fonctions a été justement celle d'asservir la population locale. Et ultérieurement, cette activité a généré beaucoup d'impôts, hein, et qui a servi notamment à financer des travaux très importants dans l'État de Jalisco.
Et donc, en gros, on le verra un peu plus loin, mais l'histoire du mescal, elle alterne des phases d'interdiction et de légalité au gré des besoins des autorités coloniales. On a besoin de l'argent, tout va bien, allez-y. On n'a pas besoin d'argent, bon, arrêtez de faire la fête, mettez-vous au travail. Enfin, voilà, en gros, c'est ça. Suivante, s'il vous plaît. Une petite table comparative entre le mezcal et la tequila. Alors, comme je vous ai dit, j'estime que la meilleure manière pour comprendre le mezcal, c'est de le comprendre à travers des 3 critères. Donc, d'abord le terroir, ou le territoire, ensuite les espèces, et enfin les méthodes de production. C'est comme ça qu'on peut comprendre n'importe quel produit protégé par une appellation d'origine. Ça peut être le vin, ou les huîtres, ou le fromage. Bon, c'est à peu près la même chose. Donc, on parle dans la même langue. Et on retrouve 10 États fédérés qui bénéficient de cette protection. Alors, il y en avait 6 au départ, puis ils sont augmentés à 9, et récemment, ils ont rajouté 3. Or, un juge a du coup suspendu cette décision de l'Institut mexicain de la propriété intellectuelle, et du coup, il n'en reste que 10. Hein. L'État, on le verra plus loin en détail, mais il y en a 2 qui sont restés en dehors. Et on retrouve les 42 espèces dont on parlait, 40, 42, bon, on ne va pas chercher la petite bête, c'est toujours flou. Il y a 3 méthodes reconnues au regard de la loi pour élaborer du mezcal. Il y a un petit cahier de charge, ce n'est pas un, mais ça ressemble un peu. Et les types. Alors, vis-à-vis de la tequila, il y a 5 États, une espèce uniquement, parce que l'industrie de la tequila considérait que la pureté était la pureté était un attribut qualitatif. Donc, en gros, on fait que du 100%. 100% tequilana Weber parce que on s'inspirant d'autres produits comme le whisky, comme le vin, etc. Mais dans un esprit de nouveau monde. Et puis il y en a 2 types, donc un qui est 100% sucre d'agave et le deuxième type qui est un mélange de sucre d'agave et autre sucre. Suivant, s'il vous plaît. Alors, A Brief History of Mezcal. Alors, ça, c'est en cours, donc c'est pour ça que je ne voulais pas trop diffuser ces genres de choses. Mais ça, c'est en cours d'élaboration. Mais je retrace les origines de la distillation au Mexique au XVIe siècle, la période coloniale, donc, dont on a un peu parlé, la diffusion à partir du XVIIe, la prohibition et les monopoles, donc grâce à l'habilitation, la licence donc octroyée à la maison Cuervo, quelqu'un est venu nous parler hier. Ensuite, le mezcal arrive au début, fin du XVIIIe, début du XIXe à Oaxaca. Là, interdiction, la prohibition contemporaine, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Enfin, ça a duré que une vingtaine d'années, quoi, en gros, notamment pendant le gouvernement d'Elias Calles dans les années 20. Et donc, il y a eu ce qui est paradoxal, c'est que les gouvernements révolutionnaires, ils ont interdit la consommation d'alcool parce qu'ils considéraient ça comme obstacle au progrès et aux objectifs de la révolution. Hein. Il y a eu une sorte d'interdiction, ce n'était pas pour les mêmes raisons qu'aux États-Unis, c'était autre chose. Et donc, il y a des campagnes, des prohibitions et des tempérances qui ont duré jusqu'aux années 40-50, et on trouvait des manuels, des petits dessins qui montraient les dégâts de l'ivresse. Bon, ce qu'il fallait faire, c'était remettre les pays en marche, donc booster la productivité et construire une nation. Donc, les gars, on arrête de picoler et on bosse, quoi. En gros, c'était ça l'idée. Et ensuite, le XXe siècle, c'est une période un peu alambiquée, c'est le cas de le dire. Et du coup, vers les fins des années 90, la chaîne rentre dans une sorte de collapse, un déclin, par des différentes raisons, notamment des mauvaises pratiques des distillations, adultération de produits, etc. Et donc, dans les années 90, les gouvernements mexicains s'est dit, il faut faire quelque chose, et pour des raisons de santé publique, et pour des raisons d'ordre économique, ils se sont dit, on va mettre de l'ordre dans ce bazar, les gars, on va faire de l'agnole, mais
conforme aux normes. Et donc, le mescal ressuscite quelque part à la fin au début du XXIe siècle. Mais il ressuscite, c'est une façon de dire, hein, il est un peu réinventé, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le même mescal d'avant. Hein. C'est comme penser que le mescal des anciens Grecs était super et que ce qu'on boit aujourd'hui, c'est pourri. Bah, c'est un peu idéalisé, romancer un peu le produit, le mythifier. Donc, ce qu'on buvait à l'époque, sauf dans quelques endroits, c'était en gros, c'était très mauvais. Hein. Donc, la mise en norme, hein, l'application, la mise en place de la normativité a beaucoup changé la donne. On va accélérer, on va aller plus vite. Alors, l'agave, ensuite, c'est la matière première. On a un petit champ d'agave en floraison. Ensuite, voilà les parties de l'agave. Donc, on a la partie d'en bas, qui est en gros là où se concentrent les sucres, c'est celle qui nous intéresse, et différentes. Alors j'ai ramené quelques. Alors je vais vous montrer ça, hein, si vous voulez. Tu fais circuler, s'il te plaît. Alors j'ai ramené quelques petits boulbillos. Là, les boulbillos, ce sont ces petits trucs-là qui sont là, hop, et qui poussent d'ici lorsqu'ils ne sont pas pollinisés par les pollinisateurs. Donc, les chauves-souris, les colibris, des tas de bestioles. Bref, donc c'est une plante qui s'est reproduite une seule fois dans sa vie et meurt d'épuisement. Donc c'est assez beau comme image, je trouve. Et elle donne tout à cette fin de reproduction. Et donc pour capter cette énergie vitale à la reproduction, on va comme on évoquait hier, on va la castrer. Et donc on gardera l'essentiel de sucre dans le cœur de la plante. Suivant, s'il vous plaît. Alors, donc, on a parlé des espèces, donc ils sont des noms assez curieux. En général, chaque espèce a un nom scientifique et ensuite un nom commun qui varie donc des régions en région. Production, on va aller vite parce que sinon, voilà. En gros, de l'agave, on obtient des plantes, des boissons alcoolisées, à la fois fermentées, donc le pulqué, et distillées, donc celle qui nous intéresse. Voilà, c'est cette famille qui est à droite. Pour info, le Comiteco, il vient d'un mélange de pulqué distillé, donc bon, voilà, il y a une petite erreur là-dedans, mais c'est pas grave. Ensuite, alors voilà le process. Donc, récolte, élagage, cuisson, mouture, au concassage, fermentation et distillation. Rien de plus classique dans le monde de la distillation. On va voir quelques images rapidos, parce qu'après, ça va se corser un peu plus. Donc, la récolte, on va ramasser ça un peu partout, soit des agaves cultivées dans des champs, comme on a vu, soit dans les montagnes, un peu partout. Donc, c'est un peu pénible à travailler. L'élagage, donc on enlève les feuilles qui ont beaucoup de saponine et qui n'ont pas de sucre pour faire, ou des fructanes, enfin des polysaccharides qu'il faut, grâce justement à la cuisson, qu'on va transformer en sucre fermentable. Donc voilà quelques images de four que tout le monde connaît. Alors donc voilà, on fait cuire 10 tonnes à la fois pour obtenir à peu près 1000 litres. Ensuite, voilà une vue des coupes du four traditionnel. Donc, le bois, les pierres, les têtes d'agave ou les cœurs d'agave, et puis tout recouvert, va cuire pendant 5-10 jours, une semaine, un mois, enfin ça dépend des conditions climatiques. Ensuite, alors la mouture, donc on va concasser ça grâce à des meules en pierre ou d'autres façons, avec un pilon en bois, avec une déchiqueteuse électrique ou mécanique, etc. On va aller vite parce que ça, tout le monde connaît. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est tiré par une bête de tir. Ensuite, la fermentation. Donc la fermentation, c'est fait de manière générale dans des tonneaux en bois, des chênes en général. Et alors, c'est une des parties la plus intéressante, mais on va parler plus tard, mais c'est une des parties la plus intéressante, mais la moins comprise, la moins
maîtrisé d'ailleurs, d'où cet appel souvent au divin pour expliquer cette zone d'ombre qu'on ne comprend pas malgré les avancées technologiques, même en France pour les vins, le pain ou d'autres choses, on ne comprend pas vraiment comment ça marche et donc il y a ces ferments divins, cette divinité tutélaire qui va un peu aider les gens à comprendre comment ça se passe et que ça tourne bien et que ça ne tombe pas au vinaigre, justement. Donc, bon, un mystère, mais un peu partout dans le monde. Donc, grosso modo, voilà, 2 exemples de distillation pour ce qui correspond aux 2 catégories de mezcal. Mescal artisanal, donc c'est un alambic à réparation cuivre, et puis l'alambic ancestral en peau d'argile. Suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, voilà la vue on coupe de l'alambic d'inspiration asiatique, on reviendra peut-être tout à l'heure, on en a parlé hier, qui est très commun, le plus popularisé, donc à Oaxaca, donc deux pots en argile superposés. Donc on bat la chaudière, en haut le chapiteau, un plateau de condensation, et puis le mescal coule vers l'extérieur. Suivant, s'il vous plaît. Alors ça, c'était par rapport à quelqu'un qui m'a posé la question. Alors, l'histoire de la distillation, on en a parlé hier, mais c'est compliqué. Alors, tout le monde pense qu'elle vient des pays arabes, mais lorsqu'on regarde bien, ça vient de... C'est pas simplement... La distillation n'est pas née aux pays arabes. Et donc, elle s'est diffusée, elle est très populaire en Asie de l'Est, et certains disent qu'elle est originaire de l'Inde, qu'elle vient de l'Inde. Et donc, on a 2 exemples, si vous voulez. En grosso modo, il y a deux gros groupes des distillateurs, des alambics. Donc, les alambics mongoliens qui se déclinent, qui est une déclinaison de l'alambic chinois, et que certains croient que les alambics, ces récipients en céramique qu'on trouve au Mexique, qui ressemblent à ça. Et les alambics chino-hindous, on va dire, des Gandhara. Et alors, la particularité ici, c'est que le réceptacle d'un alambic mongolien est à l'intérieur, de même que pour certains disent, on le retrouvera ici. Alors que dans les alambics de style chinois, il y a un petit tuyau qui fait couler le mescal vers l'extérieur. Et donc, l'origine de la distillation au Mexique, tout fait croire, tout nous porte à penser qu'elle vient d'Asie. Et il n'y a pas qu'un alambic asiatique aux Philippines, mais il y a une diversité d'alambics d'inspiration asiatique qui se sont développés grâce aux galions de Manila, qui étaient équipés des unités pour distiller l'eau de mer et ne pas mourir de soif dans la mer, si vous voulez, quoi. Et donc, en gros, en arrivant, on se dit, bah tiens, au lieu de mer de la flotte, on va mettre du sucre et hop, quoi. On va fêter l'arrivée en terre ferme. Bon, ensuite, s'il vous plaît. Alors, donc, ce qui a donné naissance aux alambics. Mais là, je suis parti, j'ai fait ça pour quelqu'un qui était intéressé. Je vois que vous êtes des férous de distillation. Je me suis dit, ça va vous intéresser. Alors, donc, les alambics asiatico-mexicains qu'on retrouve un peu partout dans le pays. On va voir en détail. Suivant, s'il vous plaît. Donc, le mongol et le chinois sont conduits vers l'extérieur. Donc, comme on trouve dans la région de Nayarit, Durango, tous ces coins-là, et Huichol, dans le nord de l'état de Jalisco. Et à San Luis Potosí, c'est là où on retrouve les alambics, où il y a un petit récipient à l'intérieur, où on va capturer le mescal. Alors que dans les autres, d'origine chinoise, on retrouve tous les autres alambics, Bolaños, Soya, Nahua, celui de Oaxaca et le Tarasco de Michoacán, qui correspondraient plus au style chinois. Ensuite, suivant, s'il vous plaît. Donc, l'alambic Huichol. Donc, ça, c'est l'Umholtz, avec un dessin qu'il a fait, donc, très connu. Et puis, à droite, c'est l'alambic de Campanilla, hein, des récupérations internes, en gros, qui existe. C'est le seul qui a survécu, donc, depuis que l'Umholtz un peu a fait le dessin. Suivant, s'il vous plaît. Alors, les alambics asiatico-mexicains, voilà, donc l'alambic Huichol qui est à part, et tous les autres correspondent donc aux Chinois. Hein, ok. Suivante, s'il vous plaît.
Bon, j'allais vite parce que je me suis dit que Sébastien, qui était très intéressé par ça, ça aurait pu être intéressé, mais bon, c'est pas grave. Donc, par rapport à la législation, c'est la notion de terroir, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous permet de comprendre ce produit. Suivante, s'il vous plaît. Au regard de la législation, le mescal il y a 3 catégories de mescal. Donc, mescal tout court, entendons par là industriel, artisanal et ancestral. Alors, chaque étape du process de production est définie d'une manière un peu short, mais en gros, elle définit quelle doit être la cuisson pour considérer un mescal ou un mescal ancestral, un mescal artisanal ou ancestral. Donc, il y a des spécificités, notamment le four, l'utilisation de l'autoclave ou du four, et la distillation aussi, soit alambic à colonne pour le premier cas, alambic à repasse ou alambic hybride, et ancestral, c'est uniquement pot d'argile, soit avec un chapiteau en terre cuite ou un chapiteau en bois, accessoirement. Bon, ça c'est au regard de la loi, c'est la norme de 0,70. Voilà. Bon. Alors, le renouveau de mescal, où il y a un concours de circonstances, et notamment la crise de la filière agroalimentaire dans le monde, ce désir de mieux manger, de mieux consommer, moins consommer mais mieux, etc. Mais ceci, grâce à la mise en place des normes, des accords commerciaux, d'un conseil de la régulation qui veille à vérifier la conformité, et donc, grosso modo, un processus de réorganisation de la filière. Qui a créé la norme, comme je vous disais, a fait passer des tests, crée une certification, un organisme, et donc obtient une protection juridique internationale. Alors, donc, la norme définit des critères, 3 types de critères, géographiques, sanitaires et des productions, et la norme est un instrument de protection et de promotion des produits des terroirs, puisqu'elle considère que la qualité ou la réputation vient de leur origine. Et à ce titre, ils doivent être protégés pour être mis en valeur. Suivant, s'il vous plaît. Alors, le Conseil de la régulation du mescal, donc, a créé, est chargé de surveiller l'application de la norme. Et donc, qu'est-ce que la DOM? C'est une indication géographique, donc une forme de propriété intellectuelle dont l'État mexicain est garant, comme le vin en France. C'est un signe de qualité qui symbolise le goût et le lieu et définit des régions protégées, des critères, etc. Suivant, s'il vous plaît. La dénomination d'origine, bon, ça on l'a vu. Suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, ça, ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à récemment, et ça, on ne veut pas le croire, hein, je profite de cette tribune pour le dire, parce qu'on idéalise le mescal, on dit « Ah, le mescal, c'est super, et on est tellement bête qu'on ne voyait pas, on n'a pas eu on n'avait pas découvert, on n'avait pas les moyens, on n'a pas eu le moyen, on n'était pas capable de voir la qualité de ces produits aussi bons. C'est parce qu'ils n'existaient pas, ou très rarement. Il n'y a que dans 2-3 villages où les paysans utilisaient un alambic, par exemple, en terre cuite, qui avait besoin donc d'une double distillation, et donc forcément, ils avaient du bon mescal. Mais tous les autres, ils distillaient de l'agnole un peu funky, quoi. Enfin, c'était assez... Donc, il y a jusqu'à récemment, les maîtres distillateurs, le maestros mescaleros, ne distillaient pas forcément 2 fois. Donc, ils buvaient des trucs assez ardos, quoi. Et donc, il y avait beaucoup de restes biochimiques, des composés nocifs à la santé, délétères, des huiles, des alcools, notamment du méthanol, des tas de trucs, des arômes, des alcools supérieurs, et aussi des caractéristiques désagréables au palais. Alors, la norme, du coup, elle établit les critères donc, de ABV, donc Alcohol by Volume, le pourcentage d'alcool, méthanol, alcool supérieur, extrait sec. Et ces 4-là sont nouveaux. Et puis, on a supprimé l'acidité. Donc, là, c'est grâce à ça que le mescal s'est un peu réinventé, hein, si vous voulez, puisqu'on l'a rendu inoffensif à la santé, où on avait des moyens pour garantir son innocuité. Suivante, s'il vous plaît.
Alors, donc, les régions protégées, donc, je vous ai parlé. Donc, 9 plus Estado de Mexico, ça fait 10. Suivante. Attends. Non, par l'autre lado. Aïe. Bon, les classes. À pas confondre les catégories, mezcal, mezcal artisanal et mezcal ancestral, avec les classes. Hein? Au regard de la loi, ce sont des classes. Celles qui nous intéressent, c'est essentiellement celle-ci et celle-ci. Donc, jeunes ou blancs et maturés ou vieillis en vert, qui sont les plus nobles, hein, on va dire. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les aspects organoleptiques. Allez, on va aller vite pour finir dans le temps. Donc, quelques congénères identifiés scientifiquement qui témoignent donc de la qualité et de la palette aromatique du mezcal. Je les ai classés par groupe, ensuite par molécule et enfin par famille aromatique. Alors, on retrouve les acétals, les acides, alcool, cétone, aldéhyde, ester, phénol, furane, terpène. Donc, les molécules scientifiques, en espagnol, je crois, bon, je mélange un peu, et les familles aromatiques. Donc, en gros, les diéthylacétals, il a des précurseurs associés aux fruits, et ainsi de suite. On retrouve beaucoup de fruits, matières grasses, levures, cidre, fromage, bois, chocolat, bref. J'en passe, on va aller un peu plus loin. Et donc, toute cette palette classique qu'on retrouve dans le bouquin, d'ailleurs, je profite pour faire la pub, ces caractéristiques, elles proviennent donc des molécules qu'on retrouve dans le distillat, s'il vous plaît. Et alors, c'est ça que je ne voulais pas trop partager, mais bon, je vous présente quand même parce que voilà, il s'agit de faire ça. Et donc, on peut les classer, comme pour le vin, dans des arômes primaires, donc qui proviennent, eux, de la matière première, de la plante, notamment les terpènes, qui peuvent être épicés ou frités, ou voire la vanille, hein, qu'on retrouve aussi dans la matière première, à l'état pur, et secondaire. Donc, à partir de la cuisson, la mouture, la fermentation, la distillation, et éventuellement, on peut rajouter les arômes tertiaires qui sont liés au vieillissement, comme on l'a vu, soit en verre, soit en bois, etc. Alors, pour chaque process, donc, on a la biosynthèse de la matière première qui produit de manière naturelle des terpènes et qui en a associé des arômes de phénol, des herbes, etc. La cuisson, donc l'hydrolyse des polysaccharides par la réaction Maillard, elle produit et du méthanol et des furanes, et donc des arômes associés au poivre, au bois, à la vanille, aux amandes, etc. Et ainsi de suite. Par dégradation enzymatique, la mouture, elle participe aussi, mais notamment c'est pendant la fermentation qu'on va trouver, donc dans la transformation du sucre en alcool, qu'on va trouver la plus grande diversité donc, des composés volatiles et donc des arômes dans le mezcal. Ensuite, s'il vous plaît. Alors, ça c'est mon petit scoop, je profite pour faire la première un peu comme à l'image de d'autres produits, je fais, normalement c'est plus grand mais comme ça ne rentrait pas, je présente la chimie du mezcal. Donc à peu près chaque process qui participe à définir les groupes, les composés aromatiques identifiés scientifiquement. Donc on a les aldéhydes qui proviennent de la fermentation et qui donnent des arômes verts, herbacés, des plantes, boisées, etc. Les terpènes, très importants aussi pendant la fermentation, associés à différents arômes. Suivant, s'il vous plaît. Et ainsi de suite, acétal, ester, furane, acide organique, kétone, alcool. Et chacun est produit pendant une phase, notamment la fermentation, les phénols, etc., pendant la cuisson, mais sinon, c'est principalement la fermentation qui est responsable de l'essentiel des arômes. Suivant, s'il vous plaît. Quelques références, évidemment. Et donc, en guise des conclusions, pour respecter le timing et laisser un peu de temps à un échange, si vous voulez bien, je voulais donc dire, même si je suis allé très vite, mais on peut revenir, il n'y a pas de souci. Je considère donc que le mezcal, malgré tout, dans la mesure où c'est un produit
originaire du Mexique, qui est le produit du coup d'une histoire d'hybridation. Je le considère comme la quintessence de la culture mexicaine. Et il a repris ses lettres des noblesses récemment, grâce à un concours de circonstances. Il est considéré pour nous, Mexicains, comme notre spiritueux national, qui véhicule notre identité. Et le succès un peu partout dans le monde obéit à sa palette aromatique très large et à sa polyvalence qui permet qui lui donne deux dimensions, si vous voulez. Une qui est celle de la festivité, consommée de manière festive, en cocktail, ou introspective aussi, consommée sec. Voilà, dernière diapo. Donc je finis par faire la pub aussi de mon bouquin que Myriam a eu le plaisir de nous montrer. Et donc voilà que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, voilà, je serai très heureux d'y répondre. Bon, merci beaucoup Domingo. C'est cette conférence très intéressante qui nous éclaire sur beaucoup de choses sur le mezcal. Est-ce que vous avez des questions pour qu'on... Oui. C'est deux livres. Oui. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le premier. Ah, c'est le premier. Et le second le second, je ne l'ai pas. Je l'ai pas, mais on le retrouve sur Amazon. Ça s'appelle Mezcal, l'enfant terrible. L'enfant terrible du Mexique. On a parlé de celui-là hier. Donc, pour ne pas... Voilà. Donc, qui est plus de facture académique, mais qui... Voilà, c'est un autre regard. C'est plutôt l'histoire du Mexique au prisme du mezcal. Hein. Donc, c'est... Alors, des questions ? Toutes les questions sont bonnes. Autre question non ? Tout était très clair. Bon, j'allais un peu vite peut-être à la fin, mais j'avais peur de dépasser. Patras. Vieron que respeté, empezamos a las 10, ¿eh? No. Vamos a venir con esos a mí. Alors, ¿sabes cuál? Catégorie mezcal. Aspect... Alors, en gros, c'est... Non. Alpatras. Attends, después. Alors, en gros, c'est... Después. Alors, stop. OK. Alors, en gros, il y a des différences importantes entre les deux, et c'est notamment les alambics. Dans l'ancestral, il n'y a pas de cuivre. En gros, il n'y a pas de cuivre. L'alambic carapace, il est banni. Et dans la fermentation, on a à peu près les mêmes critères. Et ici, on reconnaît que le pilon en bois, qui pèse une dizaine de kilos, et la meule en pierre, donc la taona, en gros, alors que là, on reconnaît un peu le trapiche et la déchiqueteuse mécanique. Sinon, le four en brique, il est banni aussi dans la catégorie ancestrale. Donc là, c'est le plus roots, enfin, c'est là où on trouve la rusticité la plus poussée. Enfin, voilà, en gros, c'est... Et on retrouve les deux ici, d'ailleurs. D'autres questions, parce qu'ils vont nous virer, là, par un. Il aime bien taquiner, mais bon, on a un timing à respecter, donc... Est-ce que vous avez d'autres questions ou Oui. Une question sur la pollinisation et la reproduction d'ailleurs. Ah, c'est très intéressant. Alors, c'est quoi ? Juste que tu... Alors, donc, la pollinisation, c'est fait par les... Comment est-ce que, justement, les sylvestres, maintenant, on arrive à les... Alors, il y a deux façons de reproduction pour la gamme, donc sexuelle et asexuelle. Donc, la asexuelle, ça peut être comme ça. Ça, c'est un clone identique à la plante mère qui pousse en hauteur, ou le rhizome qui pousse par le bas, dans la racine. Et donc, ça, c'est la reproduction asexuelle qui a deux façons. Ces trucs-là, boulbillo, et le rhizome. Et la sexuelle, c'est donc par pollinisation, donc grâce aux chauves-souris, des abeilles, des tas de trucs, qui vont polliniser au milieu de la nuit
les différentes espèces d'agaves, mais comme les humains et comme tout à peu près, tous les mélanges ne sont pas permis. Donc, on ne peut pas mélanger, même si, par exemple, c'est un chauve-souris ou c'est une? Si une chauve-souris pollinise, admettons, un mexicano, et ensuite elle passe à côté à un tepextate, il n'y aura pas de pollinisation parce que ce sont des espèces différentes. Hein? Vous voyez, alors, il y a des cas très bizarres, comme le cheval, l'âne, quoi, en gros, hein, qui donne la mule. Bon, mais la mule est stérile. Donc, il y a des cas un peu bizarres, on en a vu ça hier, mais autrement, même si les chauves-souris ils tournent à droite et à gauche, ils vont polliniser juste, enfin, souvent, ils sont attirés par une seule espèce, ou pas beaucoup, et en gros, la pollinisation se fera de manière sélective, par les forces naturelles, et uniquement en fonction de chaque espèce. Et donc, le danger de cette de la monoculture ou de la reproduction asexuelle par clone, c'est qu'elle fragilise la diversité génétique de l'agave. Et donc, si on exploite beaucoup les espèces sauvages, admettons, qui se pollinisent de manière spontanée, naturelle, etc. On affaiblit la diversité génétique du genre agave. Et donc, il y a un enjeu très fort, et donc le marché, il exerce une pression très forte sur la biodiversité, sur l'environnement, sur les communautés, bref. Donc, l'idéal, c'est de diversifier autant que possible les agaves, et afin de diversifier, fortifier la qualité génétique, enfin, des agaves, pour ne pas les fragiliser en cas de maladies, des bestioles qui viennent manger la plante, etc. Parce que si une plante est attaquée, et elle n'a pas développé les défenses pour cette maladie ou cette petite bestiole, tout le champ va partir en fumée. Et ce qui est arrivé d'ailleurs à la tequila à plusieurs reprises. Donc c'est un défi très important. Oui, mais c'est rare. Mais c'est des hybrides et souvent ils sont pas. Alors, ils sont très rares et souvent ils sont stériles, comme on a vu hier. Et donc il y a le plus connu peut-être, c'est le papalomé qu'on a là, le destilado. Si vous allez goûter le papalomé del destilado, c'est marqué, je ne sais pas ce que c'est marqué, Tobala ou Angustifolia, alors que non, c'est Nusa Viorum. Et le Nusa Viorum, c'est peut-être une sorte d'hybride entre le Cupreata et le Potatorum. Enfin, qui a donné ça. Enfin, les gens pensent. Enfin, il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup d'idées là-dessus. Mais donc des hybrides, ils peuvent pousser, mais après ils ne se reproduisent pas, soit par rhizome. Et puis voilà quoi. Mais on parle en général des plantes ou des espèces, hein, ou à la rigueur des variétés. Notamment pour certains cas comme Angustifolia, Americana ou Karwinski, qui ont donc des variétés et qui, elles, du coup, comme elles appartiennent à la même espèce, peuvent se reproduire. Un peu comme l'espadine et le Tecliana bever, parce qu'ils ont le même taxon commun. En gros, c'est des cousins, quoi. Enfin, et donc, ils peuvent se reproduire. Et donc, s'ils peuvent se reproduire, ça veut dire qu'ils ont un ancêtre en commun. Et voilà. Donc, on ne va pas dépasser, parce que sinon, je vais gronder par mon ami. Il me connaît bien. C'est son anniversaire, d'ailleurs, aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Et donc, voilà. Donc, je vous remercie. Merci d'être venu. À 14h, Martha va nous parler des miracles. Et donc... si vous voulez discuter, je serai là toute la journée, en fin d'après-midi, etc. Et pour ceux qui veulent rester avec nous, rendez-vous à 14h. Merci en tout cas, Domingo, c'était très intéressant. Merci. Bravo.